Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie, comme chaque semaine, de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de Footprint, consultant, chroniqueur sur France Culture et également éditorialiste à Challenge. Éric Heyer, bonjour Éric, directeur à l'OFCE. Alors que s'ouvre l'Euro de foot, les négociations à la SNCF et à Air France entrent dans une nouvelle phase décisive. Une nouvelle journée d'action est prévue jeudi 9 juin. Il faut savoir arrêter une grève, a affirmé François Hollande, en faisant référence à la phrase de Maurice Thorez lors du Front populaire en 1936, une grève qui a déjà coûté 300 millions d'euros à la SNCF. Alors l'exécutif table-t-il sur l'essoufflement du mouvement? Par quel mystère la France se retrouve-t-elle dans une telle situation de désordre? Quelques réactions et on en débat ensuite. On va commencer à être un tout petit peu entendu et un tout petit peu commencer à discuter vraiment du fond du problème. Et bien, il faut que les trains arrêtent de circuler. Le combat continue sur le fond, sur la loi El Khomri, parce que cheminots et les autres salariés, c'est un seul et même combat. Il faut savoir arrêter une grève. Le gouvernement a montré sa volonté de dialogue. C'est Maurice Thorez qui avait utilisé cette formule en 1936, pendant le Front populaire. Après les accords de Matignon, où il avait été obtenu pas mal de choses. Là, la loi n'a pas bougé. Donc, je pense qu'il fait un petit décalage historique, le président de la République. C'est un manque de solidarité tout à fait condamnable et irresponsable, surtout en période touristique et surtout à la veille de l'Euro. L'article 2, c'est d'ailleurs tout ce qui reste du texte initial. Et je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse que la CGT en fait. Ça n'est pas une inversion des normes. Le Code du travail reste au-dessus. C'est simplement qu'on fait de l'entreprise le lieu prioritaire du dialogue social. Alors, par quel mystère la France se retrouve-t-elle dans une telle situation de désordre? C'est votre papier de cette semaine à Challenge, Philippe. Il y a tout ce qu'on vient de dire et sur quoi on reviendra, c'est-à-dire la loi El Khomri qui, au passage, ne concerne absolument pas les grévistes qu'on a évoqués. Alors évidemment, ils parlent de solidarité, mais ils ne sont pas concernés par la loi El Khomri et les agents du service public en général. Mais il y a au-delà, je crois, effectivement, et c'est le sujet du papier que vous évoquez, quelque chose en France de particulier qu'on ne trouve à peu près dans aucune autre grande démocratie, c'est l'idée que, quand bien même quelque chose est légal, il peut y avoir une forme de légitimité à s'y opposer parce que la cause est noble, la cause est belle. Et donc on supporte en France, quand je dis on, c'est l'opinion. Vous avez vu que très souvent dans ce genre de situation, vous avez une opinion qui, au moins dans un premier temps, est favorable aux fauteurs de troubles, alors que les troubles sont quand même très contrariants pour l'opinion. Donc c'est très particulier parce qu'on se dit oui, mais on doit nous mentir, la loi est manipulée, le compromis est une compromission. La préférence de la etc. rue au détriment de la loi, vous dites. Voilà, mais ce qui est troublant quand même en France, et probablement unique au monde, là encore j'y insiste, c'est que vous voyez même des hommes politiques défendre la rue face à la loi, ce qui tout de même est une forme de contradiction dans les termes. Vous êtes élus pour représenter le peuple et pour faire la loi pour son compte, et vous dites très tranquillement sur les plateaux de télé que la rue a raison contre la loi. Donc on est quand même dans une situation qui est, à mon avis, là aussi une marque du retard français. C'est un retard en termes de culture politique. Dans les autres pays du monde, quelque chose qui est légal ne doit pas être contesté par la violence. Il y a un monopole légitime de la violence qui échoue à l'État, et toute autre violence est condamnable et condamnée. Elle l'est par les tribunaux et elle est aussi par l'opinion. C'est pas ce qui se passe en France, et ça rend du coup, pour être très honnête, la tâche un peu plus compliquée au gouvernement, parce qu'il faut qu'il fasse avec une opinion qui ne soutient pas forcément, curieusement, la légalité, et qui parfois soutient l'illégalité au nom de je ne sais quelle légitimité d'une noble cause. Est-ce que ça n'est pas la volonté d'en découdre de la part de la CGT? Alors, il n'y a pas que ça. Vous voyez qu'il y a des études qui montrent assez clairement, dans les enquêtes d'opinion réalisées sur tous les grands pays développés, que la France se distingue des autres pays uniquement parce que les citoyens français, par rapport aux autres, se méfient beaucoup plus à la fois de l'État, l'administration, le gouvernement, et aussi du marché, c'est-à-dire les entreprises, les syndicats. Et ça, c'est extrêmement bien montré. D'ailleurs, c'est une méfiance généralisée. C'est une méfiance généralisée. D'ailleurs, il y a deux auteurs français, deux économistes, Yann Algan et Pierre Cahu, qui ont, en 2007, sur la base de ces résultats-là, sorti leur phrase « la société de la défiance ». C'est-à-dire qu'en France, il y a une défiance, et cette défiance, effectivement, aboutit au bout d'un moment, à de l'incivilité. Donc, effectivement... L'incivilité, pour dire le moins, parce que quand on dire bloque... il y a eu un problème de communication sur cette loi. Mais voilà, mais si on rentre un peu dans le détail, c'est que personne n'a confiance en personne. C'est-à-dire que, vous voyez, alors, on a sorti la phrase... Personne ne se parle, on a l'impression. Personne ne se parle. Donc, vous voyez, quand on a repris la phrase de Thorez, d'abord, il faut quand même rappeler, ça a été dit par Maï, mais le contexte historique, c'est-à-dire qu'il fallait arrêter la grève parce qu'il y avait une guerre mondiale qui allait se préparer. Là, il faut arrêter la grève parce qu'il y a l'Euro de football qui se prépare. Vous voyez, c'est quand même pas exactement
la même situation. Mais l'insatisfaction est là, parce que la phrase de Torres, c'est à la fin, parce qu'il faut arrêter une grève quand on a obtenu satisfaction. Et là, aujourd'hui, personne n'est satisfait. Vous voyez, mais il n'y a pas que les syndicats, les économistes. Personne n'est satisfait, et c'est ça qui est très curieux. Par exemple, sur la SNCF. Alors, coût de la grève, pour rebondir, Philippe, 300 millions d'euros, a dit Guillaume Pépi, qui a remis sur la table un projet. Une société qui a toujours du mal à être profitable, dont la productivité est notoirement insuffisante pour faire face à la concurrence qui s'annonce, et où le personnel est franchement très bien traité par comparaison à ce qu'on trouve dans les autres sociétés comparables à l'étranger et à ce qu'on trouve dans les entreprises privées. Donc ce que voulait faire Guillaume Pépi, ça consistait simplement à demander quelques gains de productivité sur des sujets qui sont quand même franchement un peu bizarres. Vous savez qu'à la SNCF, dans bien des cas, si votre service se termine après 20h, on considère que la journée du lendemain, en tout cas pour partie, a été effectuée. Il faut savoir qu'à la SNCF, une grande partie des agents ont la possibilité d'imputer leur temps de trajet pour arriver au boulot sur leur temps de travail. Je l'ai mis du genre humain, moi je suis très content pour eux, mais on ne peut pas réunir les conditions de la rentabilité avec des choses aussi obscènes, très sincèrement, et c'est unique. Donc on voulait simplement rabioter un peu sur ce genre de choses du côté de la SNCF pour obtenir qu'il y ait une différence de productivité avec les sociétés privées qui vont venir, qui soit gérable. Eh bien, très curieusement, le gouvernement, qui est prêt à tout pour arrêter la grève, a retiré la capacité de négocier à Guillaume Pépi, a négocié lui-même, et en gros a tout lâché. C'est-à-dire qu'il a autorisé la continuation d'un texte qui s'appelle, je crois, RH 077, qui est le cadre un peu de convention d'entreprise de la SNCF, où il y a toutes les obscénités que je viens de pointer. Alors, le gouvernement lui reproche finalement d'avoir étalé son désaccord sur la place publique. Il est quand même culotté. Le premier qu'il faut morigéner, ça n'est pas lui qui peut-être s'est plaint, je ne sais pas, mais c'est en tout cas le gouvernement qui le dessaisit en pleine négociation alors qu'elle était sur le point d'aboutir. Donc la responsabilité principale de ce désordre, c'est l'État qui dit sortez-moi le président, c'est moi qui vais négocier directement avec les syndicats, et qui en plus se trompe d'interlocuteur, qui négocie avec la CFDT, laquelle est charmante, mais n'a pas le pouvoir de débloquer le conflit au lieu de négocier avec la CGT. Du coup, la CGT a eu à peu près tout ce qu'elle demandait, mais comme c'est pas sa victoire, elle continue la grève. Donc on est franchement chez les dingues. Et Eric, on est chez les dingues, mais l'État est responsable. On est chez les dingues, mais on est dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur la défiance. C'est-à-dire, puisque personne n'a confiance, la seule façon, au bout d'un moment, de trancher, c'est l'État qui tranche. Et quand l'État tranche... Tranche-t-il bien? Alors après, on peut se poser, mais même imaginons qu'il tranche bien, ça nourrit ce phénomène de... Il n'y a plus de dialogue social, on supprime un peu tout cela, et donc on nourrit cette spirale très vicieuse et qui coûte, alors d'après Thomas Philippon, qui est un économiste à l'Université de New York, plus d'1 point de croissance à l'économie française. Donc, vous voyez qu'il faut essayer de s'en sortir, mais il faut s'en sortir par plus de dialogue. C'est-à-dire peut-être que c'est ça la meilleure des réformes structurelles qu'il faut mener en forme, c'est redonner un peu de consistance à ce dialogue social. Mais il y a eu au moins 3 ou 4 réformes qui allaient dans ce sens-là au fil des années passées. Le mot dialogue est au cœur. Ce que je veux dire, c'est que le diagnostic, il a été posé, il est reconnu, et les hommes politiques, de droite comme de gauche d'ailleurs, ont été dans ce sens-là. Mais simplement, en l'occurrence, franchement, il ne faut pas non plus rêver. Est-ce qu'on peut avoir un dialogue quand il s'agit de retirer à des gens qui en jouissent depuis plusieurs générations ce qu'il faut bien appeler des privilèges, même si ça leur déplaît, qui sont franchement complètement incompatibles avec les conditions élémentaires du bon fonctionnement de l'entreprise. Il faut changer. Donc il n'y a pas de bonne nouvelle annoncée. Le mode du syndicat en France, c'est-à-dire que effectivement, c'est une autre étude de l'OCDE qui montre que le pourcentage des syndicats, on a le plus faible pourcentage de syndicats, aux alentours de 8%, si on prend au moins 5% le privé. Par contre, le pourcentage de salariés couverts par des accords de branche, c'est plus de 90%. Cet écart, nous dit l'OCDE, c'est du jamais vu ailleurs. Généralement, il n'y a que 30% d'écart. Là, il y a 80%. Il y a insuffisamment d'engagement de gens raisonnables dans les syndicats. Et donc, il faut aller pour intéresser les salariés à ne se sont pas syndiquer, représentés etc. par les syndicats. Un tout petit dernier mot sur le sujet. C'est quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense sur tout ce qu'on vient d'évoquer, le trouble à l'ordre public, les exactions, les violences, le sabotage, le blocage délibéré de voies sont illégaux, sont contraires à l'intérêt public, doivent être condamnés comme c'est le cas partout dans le monde. Donc il y a une tolérance à ce sujet qui n'est franchement pas explicable, même par ce qu'on vient d'évoquer. Allez, on passe à la facture des inondations. Il nous reste 2 minutes. Coût entre 1 milliard, voire 2 milliards d'euros. C'est absolument énorme. Le cru de la Seine, c'est 250 000 euros par jour que cela coûte juste aux compagnies de bateaux-mouches. Donc 600 millions d'euros d'indemnisation. Comment va-t-on faire finalement pour indemniser tout le monde, Philippe ? Faut-il indemniser tout le monde? Il y a des gens qui méritent d'être indemnisés. On ne va pas non plus indemniser la terre entière. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a un fonds qui a été créé par Manuel Valls. De temps en temps, il fait beau. Et donc, de temps en temps, il y a des crues. Elle était moins grave que ce qu'on pouvait craindre. Cette crue, elle arrive très rarement, puisque c'est tous les 30 ou 50 ou 100 ans qu'il y a une crue de ce niveau-là. On ne peut pas l'empêcher. Il y a une solidarité naturelle qui doit jouer, c'est évident. Il y a un dispositif d'assurance qui, au passage, est très rentable pour les compagnies d'assurance, qui s'appelle les fameuses CatNat, les catastrophes naturelles, qui va être mis en marche. Et probablement que la plupart des gens qui ont
ont perdu une partie de leurs biens, voire la totalité, dans certains cas particulièrement douloureux, vont être indemnisés. On ne peut pas épiloguer à l'infini sur le fait que de temps en temps, il y a un truc qui ne va pas bien, il pleut beaucoup, ça déborde, il n'y a quand même pas de quoi se relever la nuit. Sans avoir la prétention de revenir sur la controverse Voltaire-Rousseau, mais vous voyez que c'est le tremblement de terre, absolument, de Lisbonne. Mais est-ce que c'est du hasard? C'est un peu ce que Philippe est en train de le signaler. Bon, c'est comme ça. Ou alors, est-ce que c'est Rousseau qui a raison et c'est bien l'action de l'être humain qui provoque ces catastrophes? Et là, il y a des études assez intéressantes qui montrent que là, d'ici à... si on dépasse les 2 degrés, alors la facture va être multipliée par 4. Donc vous voyez que, attention, là-dessus, je pense qu'il y a quand même 1 point pour Rousseau et 0 pour... il en fallait un pour Rousseau parce qu'il a rarement marqué des points sur le fond. Mais enfin bon, admettons que celui-ci, on le lui donne. Et encore, ça se discute parce que personne... Mais comment faire les assureurs? Une crue tous les 100 ans, c'était le tarif, même quand on ne parlait pas de réchauffement climatique. Encore une fois, c'est la nature. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, la facture, c'est de 15 milliards par an, 150 milliards sur les 10 dernières années. La France est très légère là-dedans. Mais par contre, ce que nous indiquent les projections, c'est que par contre, cette facture va s'alourdir à cause du réchauffement climatique. Les assureurs vont-ils couvrir? C'est ma question. Il va falloir qu'il couvre en tout cas une partie, et il faudrait aussi que l'État en couvre une partie dans la mesure où elle est peut-être aussi en partie responsable ou co-responsable, ou les entreprises de cette... Le fonds a quelques dizaines de milliers d'euros, je crois. D'abord, il y a des gens qui sont assurés et l'assurance va fonctionner. Et pour ce qui n'est pas assuré ou pas assurable, il y a le mécanisme des catastrophes naturelles qu'on a évoqué, et il y a sans doute un peu de solidarité nationale nécessaire. Ça ne devrait pas non plus ruiner la collectivité. Merci à tous les deux. Vous faites confiance aux assureurs, si j'ai bien compris. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Billet retour. Nadjaf, dans le sud de l'Irak, le cœur vibrant de l'islam chiite. Persécutée sous Saddam Hussein, puis au cœur de l'insurrection contre l'occupation américaine, la ville sainte connaît aujourd'hui un boom économique sur fond de pèlerinage au mausolée de l'imam Ali. Mais elle est aussi le creuset des milices qui combattent contre l'organisation État islamique. Nos reporters sont allés à la rencontre de pèlerins du monde entier, venus se recueillir ou étudier dans une ville devenue le symbole du renouveau chiite. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.